après avoir terminé le Moyen Âge, c'est maintenant le temps de passer à la période moderne. Donc, cette période qui commence au 15e, 16e siècle. Et là, on va voir justement des changements très importants qui vont se produire en Occident. On va voir de quelle manière la relation entre l'Occident, l'Europe, donc, et le reste du monde va changer. Et donc, ce qu'on va constater au cours des 3 prochaines capsules que je vais faire, donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a 3 événements qui vont marquer l'Occident, 3 événements qui se produisent essentiellement en même temps et qui vont littéralement changer la donne et qui va faire en sorte, et ces événements-là vont faire en sorte, d'une certaine façon, que l'Occident va devenir euh, le cœur finalement du développement du monde, l'Occident qui va venir finir que par s'installer sur 5 continents, l'Occident qui va finir que par se diviser sur le plan religieux. Donc, il y a énormément, énormément, énormément de changements, mais au cœur de tout ça, c'est que l'Occident va devenir finalement, comme je le disais, le cœur du développement du monde. Donc, 3 événements qui changent, qui bouleversent profondément le monde. Donc, dans la capsule présente de ce dont on va parler, c'est de l'humanisme. Donc, un courant de pensée qui place l'être humain au centre de toutes les préoccupations. Et ce courant-là, ben, va partir justement d'essentiellement de l'Italie. C'est un courant qui va partir d'Italie, qui va se répandre partout en Europe. C'est ce qu'on va voir dans la capsule présente. Dans la prochaine capsule que je vais vous présenter, on va parler de la réforme. Donc, c'est une crise religieuse très profonde qui va diviser le monde chrétien. Et donc, on va voir que le christianisme va prendre différentes formes à partir de ce moment-là. Alors, c'est un courant qui va partir d'Allemagne et qui va se diffuser, encore une fois, à travers toute l'Europe. Le troisième élément important quand on parle de la naissance du monde moderne, troisième événement important, c'est l'Europe qui part à la conquête du monde. Donc, c'est tout le phénomène des grandes découvertes. Et là, à ce moment-là, comme je le disais, c'est l'Occident va être la première civilisation, d'une certaine manière, à s'installer sur tous les continents. Alors, pardon, pourquoi est-ce que ces changements-là se produisent à ce moment-là? Ben, c'est parce qu'il y a un changement, pardon, il y a un contexte vraiment particulier au sortir du Moyen Âge, un contexte vraiment particulier qui va permettre ces changements-là. Donc, 3 éléments, ben, c'est que le plus important à comprendre, c'est que l'Occident, après avoir justement navigué, je dirais, un peu en eau trouble durant le Moyen Âge, l'Occident va renouer avec l'Antiquité. Et donc, là, ici, c'est l'importance des croisades et de la prise de Constantinople. On en avait parlé. Mais donc, l'importance des croisades, j'en avais parlé brièvement, mais ces croisades vont permettre justement aux Occidentaux, donc c'est ce mouvement qui envoie des chevaliers occidentaux combattre les musulmans en Terre Sainte, ben, ces croisés-là vont passer par la ville de Constantinople et donc on va renouer d'une certaine manière avec certaines traditions de l'Antiquité, notamment une certaine philosophie qui était propre aux Grecs et aux Romains. On va commencer graduellement à renouer avec ça. Et aussi, autre événement majeur, c'est la prise de Constantinople en 1453. Donc, la prise de Constantinople par les musulmans qui va provoquer d'une certaine manière une espèce d'exode des cerveaux, une fuite de savants qui vont quitter Constantinople, amenant avec eux vers l'Occident des tonnes de manuscrits qu'on avait essentiellement perdus depuis l'Antiquité. Donc, c'est une reprise, justement, cet accès aux manuscrits de l'Antiquité va permettre justement de renouer avec cette tradition antique et donc l'Occident va pouvoir commencer à épuiser une inspiration et certaines règles de vie qu'on avait, comme je le disais, oubliées. Et graduellement, ben c'est ça, c'est donc on va renouer avec cette tradition particulièrement de la Grèce où et là, on va faire confiance en l'être humain et l'humanisme, ben, c'est cette conception, c'est cette notion, c'est cette idée où on met de l'avant la confiance en l'être humain, la confiance en les capacités de l'être humain. Le contexte favorable, ben, c'est qu'on va voir qu'au 16e siècle, mais justement, avec la fin des guerres, des nombreuses guerres, notamment la guerre de Cent Ans et les multiples autres guerres qui avaient marqué la fin du Moyen Âge, la fin des épidémies aussi, on contrôle mieux les grandes épidémies de peste, ben, ça va permettre une reprise économique importante. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que, ben là, on n'en a pas parlé encore, mais comme je le disais, tout se produit en même temps, l'impact des grandes découvertes. Les grandes découvertes, ben, ça va permettre à l'Europe de mettre la main sur des richesses inestimables qui proviennent d'Asie, qui proviennent des Amériques, et ça,
justement, ça va redonner un second souffle un second souffle à l'économie européenne. Et donc, comme je disais, il va y avoir une transformation des mentalités et on va commencer à valoriser justement l'effort individuel davantage que, par exemple, la féodalité qui mettait davantage l'accent sur, par exemple, le fait d'être né simplement dans une bonne famille. Non, là, ici, c'est l'effort individuel qui va être de plus en plus valorisé. Par conséquent, ça va amener une transformation dans les mentalités. Et quand on parle de contexte favorable aussi, c'est qu'il y a tout un contexte, il y a toutes sortes d'innovations techniques qui vont permettre justement de faire avancer d'une certaine manière l'esprit humain. Je parle par exemple, ne serait-ce que pour les grandes découvertes, ça sera par exemple les grandes caravelles. Les caravelles, donc, des navires conçus par les Portugais, mais donc un navire qui est très performant, qui va pouvoir permettre justement des voyages en haute mer. Et toute la technologie qu'on va retrouver à bord de ces navires, ne serait-ce que la boussole, qui va permettre justement de mieux se situer en haute mer. On parle aussi de l'apparition de l'imprimerie. L'imprimerie, donc, qui apparaît au milieu du 15e siècle en Europe. Cette imprimerie va permettre de diffuser, justement, en fait, je le dis toujours comme ça, diffuser les nouvelles anciennes idées, c'est-à-dire diffuser ces textes qu'on avait perdus depuis l'Antiquité. On va pouvoir justement les diffuser à une grande échelle, à une très grande échelle. L'invention de l'imprimerie, elle est fondamentale, elle est majeure. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, on a réussi à graver d'abord sur des morceaux de bois, ensuite ça sera sur différents métaux, mais on va être capable de graver, comme l'image le montre ici, des lettres. Et puis, et là, on va pouvoir, avec ces lettres-là, faire des mots, assembler et faire des phrases et assembler ça dans un texte et qu'on va tout simplement, après ça, aller déposer une feuille sur une presse. On va pouvoir ancrer les lettres et après ça, imprimer. Donc, le processus de reproduction des livres, il est beaucoup plus rapide qu'il ne l'était auparavant. Et ça va permettre, comme je le disais, la diffusion des idées de façon absolument spectaculaire. Le premier livre, évidemment, qui sera imprimé, ce sera la Bible, mais après ça, tous les autres textes, les grands auteurs de l'Antiquité, ben, on pourra les redécouvrir en Occident beaucoup plus facilement parce qu'il y a justement l'apparition de l'imprimerie. Donc, on parle de l'invention de l'imprimerie, c'est vers 1450. Généralement, on attribue l'invention à Gutenberg, mais il y a à peu près 10 ou 15 types, à peu près en même temps, qui inventent essentiellement le même, le même appareil. Et là, on s'aperçoit que vers 1460, donc à peine une dizaine d'années plus tard, il y a plus de 100 villes qui ont un imprimeur. Et là, on parle donc dans le siècle et demi qui va suivre, on estime que c'est à peu près 300 millions de livres qui vont être publiés. Donc, on fait juste penser la révolution que l'invention d'imprimerie va apporter. La révolution sur le plan intellectuel, justement, c'est la diffusion des idées et ces livres-là, ben, ils vont pouvoir être diffusés, vont pouvoir être achetés, vont devenir essentiellement beaucoup moins chers. Donc, après les Bibles, comme je vous l'ai dit, c'est la publication des auteurs antiques qui devient très important. Et là, ben, justement, il va y avoir une communauté, d'une certaine manière, une communauté intellectuelle qui va se former en Europe. Et là, on va pouvoir justement échanger, débattre. Tout ça, ben, ça va faire essentiellement qu'on va créer ce qu'on appelle une république des lettres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger des idées et ça va faire avancer la pensée humaine, alors que ça avait stagné un petit peu au Moyen Âge, à l'époque où essentiellement c'est l'Église qui avait le monopole de la publication. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a des échanges d'idées fort importants. Donc, l'invention de l'imprimerie, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'histoire occidentale. C'est une des plus grandes inventions de l'histoire occidentale. Va se développer, comme je le disais, une république des lettres. Et là, ben on va voir justement, ça va être le latin qui va s'imposer comme la langue commune qui va permettre justement aux différents savants des différentes régions de l'Europe de communiquer entre eux. Éventuellement, il y aura des langues nationales qui vont se développer à partir justement parce que justement le bouquin, le livre est beaucoup plus accessible. Ben, l'imprimerie va permettre aussi la naissance des langues nationales. On pense par exemple, il y a des auteurs qui vont s'imposer, qui vont donner des modèles. Je pense à l'espagnol avec Cervantes qui va par exemple écrire Don Quichotte. En italien, ben, c'est Dante Alighieri qui va écrire la Divine Comédie. Montaigne avec ses essais qui va réfléchir sur la vie et sur l'humanité en général, va pas mal fixer les règles du français. On pourrait parler de Molière aussi éventuellement. Et évidemment Shakespeare avec ses nombreuses pièces qui sont puis Shakespeare, on va s'entendre, ces pièces sont diffusées pour un grand public. C'est vraiment intéressant de voir justement que l'imprimerie va permettre le développement des langues nationales.
En tant que tel, ben, là, c'est justement, comme je le disais, se développe nouvelle façon de penser, c'est l'humanisme. Ça vient, bon, de humanus, c'est bon, en latin, ça voudrait dire, bon, c'est l'homme cultivé, c'est l'homme qui est poli. Donc, tous ceux qui admirent l'Antiquité, tous ceux qui puisent une source d'inspiration dans l'Antiquité, tous ceux qui sentent un nouveau besoin de savoir, de connaître des choses, ben, on se déclare humaniste. Donc, c'est quoi en tant que tel l'humanisme? C'est que l'homme est capable de dominer l'univers. L'homme, il est libre, il est capable, il est responsable. L'homme est capable de comprendre et de changer le monde. Donc, autrement dit, l'homme est capable d'utiliser ses capacités de raisonner pour comprendre le monde qui l'entoure. C'est bien ça. Donc, l'idée, c'est d'observer le monde qui l'entoure, de le décrire et d'essayer de le comprendre. Et surtout, ben, se développe justement à force d'échanger des idées, à force de confrontation, à force de communication, ben, on se développe cette notion qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que l'homme, il est libre de penser et de contester. L'homme est capable de remettre des choses en question. Autrement dit, contrairement à la pensée justement fortement encouragé par l'Église, c'est-à-dire, par exemple, c'était que la vérité révélée, c'est-à-dire tout vient de Dieu et on ne peut pas contester. Maintenant, il y a quelque chose vraiment de fondamentalement nouveau qui va apparaître, c'est celle de cette notion de libre arbitre, donc la liberté de penser et de contester. Donc, il faut bien comprendre ici que les humanistes ne rejettent pas nécessairement la religion, mais ce que vont faire les humanistes, c'est de placer le savoir au centre des préoccupations. Donc, évidemment, dans tout ça, c'est l'éducation. On rejette, comme je vous le disais, la vérité révélée, et donc on va favoriser l'apprentissage des langues comme le grec et le latin. Mais donc, l'idée, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Et là, il y aura toutes sortes de traités, justement, d'éducation qui vont être proposés par différents penseurs à travers toute l'Europe. Donc, l'idée, c'est de développer justement, c'est le développement harmonieux du corps et de l'esprit. Donc, l'idée, c'est de travailler justement les différents savoirs. Donc, l'apprentissage des langues, c'est bien important. À l'époque, c'était le grec et le latin, mais on parle aussi de l'apprentissage de l'histoire, l'apprentissage de la géographie, l'enseignement des sciences, que ce soit les mathématiques, la géométrie et tout ça, l'astronomie. Donc, l'enseignement des sciences est très important, mais en même temps, dans tout curriculum, dans tout ce qui est proposé, dans toutes les façons de faire qui sont proposées pour l'enseignement, on parle aussi d'éducation physique, de développement harmonieux du corps. Donc, à cette époque-là, donc dans cette période moderne, on pense ben, à la danse, par exemple. On pense à l'escalade. Curieusement, on aime beaucoup l'escalade. On pense à différentes activités physiques afin que le corps se développe de façon harmonieuse. Donc, à bien y penser, ce n'est pas nécessairement différent de ce que vous avez eu depuis que vous êtes à l'école. Quand on y pense, vous avez fait de l'apprentissage des langues. Dans votre cas, ben, ça a été essentiellement l'anglais et le français. On fait de l'apprentissage des sciences. Vous avez fait des mathématiques, vous avez fait de la physique, vous avez fait de la chimie. Vous avez fait des cours de sciences humaines, la géographie, l'histoire, et vous avez fait des cours d'éducation physique. Donc, fondamentalement, l'éducation que vous avez reçue, vous, depuis que vous êtes à l'école, ben, c'est un enseignement typiquement humaniste, c'est-à-dire un enseignement donc qui puise son inspiration, qui trouve sa source essentiellement à cette époque de l'histoire où on va revoir justement de fond en comble le développement, on va revoir de fond en comble la façon de fonctionner du système éducatif, appelons ça comme ça. Donc, ce qu'on va voir apparaître un peu partout en Europe, ce sont de petites écoles qui sont ouvertes par des particuliers. On ne parle pas ici d'un système d'éducation publique, mais bien des écoles privées qui, évidemment, ne seront accessibles que pour un happy few, passez-moi l'anglicisme, mais donc pour une espèce d'élite plus fortunée. Dans ce cas-ci, ce qui va être intéressant, ceux qui vont en profiter beaucoup et ceux qui vont en faire la promotion, justement, de l'humanisme, ce seront les bourgeois, maintenant plus enrichis. On en reparlera, on va le voir, par notamment les grandes découvertes. L'humanisme a ses limites. Il faut voir aussi qu'à cette époque-là, donc, il y a ça avance à petits pas. On aura bien quelques individus assez spectaculaires, comme Léonard de Vinci, bon, qui va tenter toutes sortes d'expériences, qui va imaginer toutes sortes d'expériences, mais les moyens techniques que l'on a à notre disposition font en sorte que, justement, cette science-là bon, c'est ça, ça se développe très lentement. On a bien Copernic qui va parler, lui, qui va remettre en question la notion du géocentrisme, c'est-à-dire l'idée que la Terre était au centre de l'univers, va remettre ça en question. Ces découvertes à Copernic, ben, ils seront portés encore plus loin par les générations qui vont suivre. Ou encore ici, les travaux, par exemple, du médecin français Vézal, qui va commencer à explorer l'intérieur du corps humain un peu plus en faisant des dissections qui sont très célèbres
Mais voilà, ça, tout ça. Donc, on peut vraiment voir que l'importance de l'humanisme, c'est cette idée, c'est ce besoin de savoir, on va le mettre justement à l'avant-scène, c'est bien important, mais justement, ces développements-là auront tout de même leurs limites. Et que on pourra parler justement à l'époque des Lumières, c'est-à-dire les générations qui vont suivre, durant les siècles qui vont suivre, on va porter justement, on va prendre ce besoin de savoir, on va prendre cette première ouverture et on va revoir, on va remettre en question complètement la façon qu'on a de concevoir le monde. Évidemment, quand on parle d'humanisme, quand on parle de cette époque-là, on ne peut pas passer à côté essentiellement de la renaissance artistique. Donc, cette inspiration justement de l'Antiquité, on va la retrouver dans le domaine des arts. Ça va être particulièrement spectaculaire. On va avoir des constructions absolument formidables sur le plan d'architecture. Le dôme de Florence, bon, imaginé par Brunelleschi, c'est la première coupole qu'on va réussir à construire depuis l'époque romaine. Donc, c'est quand même assez formidable d'y penser. Donc, encore une fois, on va aller puiser justement dans l'Antiquité des savoirs, une inspiration pour faire des choses un peu nouvelles. C'est Saint-Pierre de Rome qu'on va construire. Donc, c'est l'Église qui essaye de s'imposer. On va construire donc une demeure digne des rois pour le pape. Et ça, ben justement, cette construction-là et tout ce développement d'édifices religieux très important, ça va saigner la chrétienté. On y reviendra quand on va parler de la réforme. Et là, bien évidemment, ben, c'est toutes sortes d'œuvres qui vont apparaître, ne serait-ce que par exemple ici la naissance de Vénus de Botticelli, où on a tous les thèmes qui sont typiques justement de thèmes de l'Antiquité. Un corps nu, c'est une scène qui est païenne, le corps est idéalisé. Donc, finalement, les artistes vont trouver comme je le disais, cette inspiration dans l'Antiquité, vont la retrouver et on va les voir dans différentes œuvres. Évidemment, Léonard de Vinci, c'est une espèce de génie universel qui va utiliser toutes sortes de techniques, mais qui va porter justement l'art à un autre niveau. Autrement dit, on revient un petit peu à ce que les Grecs faisaient avec leurs sculptures durant l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on observe le corps humain et on essaye de le reproduire tel qu'on le voit. Bon, avec une certaine idéalisation, bien sûr. Mais donc, l'important ici est de comprendre que ce passage-là entre le Moyen Âge et la période moderne, mais c'est qu'on raccroche avec le passé et ça va permettre à l'Occident de procéder à une certaine ouverture donc vers le monde et de mieux contrôler le monde et ça va permettre justement à l'Europe de bien se positionner et on entre véritablement dans un monde nouveau et que cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle façon de penser annonce des bouleversements qui sont très importants et c'est ce dont on va parler dans les prochaines capsules.